Toujours sur la libre antenne, toujours sur Méta TV, toujours avec les métanautes. Et puis, il y a quelques questions qui ont été posées tout à l'heure. Justement, on me disait, Tepa, crois-tu en un homme providentiel? De moins en moins, je dois dire. Moi, je crois plus à un mouvement populaire, pour tout dire. Je suis plus séduit par cette solution, l'homme providentiel. Je pense plus qu'on a un vivier d'hommes providentiels et de femmes providentielles en France suffisamment important déjà, mais tout le monde ne peut pas fédérer, en tout cas faire l'unanimité. Après, on a l'impression d'avoir un panel quand même de gens très experts dans leur domaine et très très compétents. Maintenant, est-ce qu'on en a un qui va se placer au-dessus des autres? Je pense que les affaires d'ego sont très importantes dans ces cas-là et ça pose problème. Alors, on me dit Tepa, à Calais, c'est une catastrophe. Que faire avec les réfugiés qui commencent à agresser les autochtones? On les crame ou on les renvoie en Syrie? Mais ça ne peut plus durer, les habitants se font agresser, détrousser, qu'en penses-tu? Évidemment, je suis solidaire avec les Calaisiens, d'autant plus que je suis moi-même, vous savez, un nordiste, on passe le coucou à un de nos graphistes aussi, qui est dans la région, il est à Dunkerque, c'est un peu plus loin, mais c'est pareil, ils ont les mêmes problématiques. Bien sûr qu'évidemment c'est très grave ce qui se passe, mais tout ça est lié aussi à notre appartenance à l'Union européenne, au traité de Schengen. Tout ça est lié à la libre circulation et au surfrontiérisme voulu par les institutions et par les traités européens. Voilà ce qu'il faut mettre en cause. Donc toute cette politique qu'on est en train ce sont les résultats en fait de toute la politique qui a été mise en œuvre depuis 20-30 ans dans ce pays. À la fois cette politique du sans frontières, à la fois cette politique d'immigration massive, parce que tu me dis oui, on va les renvoyer en Syrie, mais parmi ces réfugiés, ce qu'on sait dans la fameuse jungle de Calais, qui aurait à peu près aujourd'hui entre 6 et 7 000 personnes, quasiment, ils sont tous dans des camps différents, soutenant des communautés différentes, puisqu'il y aurait des Érythréens, des Somaliens, des Afghans, des Syriens, des Égyptiens, etc., et que toutes ces communautés ne s'entendent pas entre elles, donc il y a des heurts, il y a des bagarres, il y a des etc., et aujourd'hui, effectivement, ils s'attaquent à la population autochtone. On a tout un tas de témoignages qui vont dans ce sens, et quand les autochtones effectivement essayent de se défendre, c'est eux qui sont condamnés et accusés de racisme, ce qui est particulièrement évidemment injuste. Donc oui, il va falloir traiter ce problème-là, et malheureusement je ne crains que plus on attend et plus ce problème va se régler par la force et va être de moins en moins humanitaire. Alors il y a des gens, cette association là apparemment qui fait beaucoup parler d'elle, les No Frontiers, je ne sais plus comment ils s'appellent là, qui veulent absolument une Europe sans frontières totales, un monde sans frontières totales. Ce sont les chevaux de Troie du mondialisme, l'altermondialisme, qui n'est qu'une autre forme de mondialisme, mais qui est exactement la version gauche du mondialisme, qui réclame évidemment ce sans frontiérisme, sachant même que les problèmes posés à Calais sont précisément les conséquences de ce sans-frontiérisme absolu. Donc vous voyez, des gens qui veulent traiter le problème, enfin trouver la solution en continuant le problème, je me demande à quoi on peut arriver avec ce genre de comportement. En tout cas, oui, évidemment, ça va très très mal finir à Calais. C'est évident, les habitants sont excédés, ils manifestent, on sait qu'il y a un groupe qui s'appelle les Calaisiens en colère, qui manifeste contre la vie de la maire, la mairesse, on dirait aujourd'hui, pareil dans le français, on a féminisé certains mots, alors la mairesse, qui est Madame Bouchard pour les Républicains, qui semble-t-il ne met pas tout son entrain à vouloir soutenir justement cette population très très mécontente de cette présence des migrants. Donc ça va très mal finir. Alors, SOS racisme est là pour sauver le racisme. D'ailleurs, c'est réussi. Vu les listes musulmanes aux élections, ne pensez pas que leur but est atteint. La division continue. Évidemment, bien sûr, qu'SOS racisme et toutes les organisations communautaires, pour moi, elles contribuent évidemment à fracturer un peu plus la société française, en tout cas dans sa cohésion culturelle,
pour entretenir des divisions, des différences, hein. Et puis moi, comme j'ai toujours souligné cette contradiction selon moi de ces associations communautaires, puisqu'elles prônent l'exaltation de leurs différences tout en demandant une reconnaissance de l'égalité. C'est-à-dire vous demanderiez qu'on vous traitât exactement pareil qu'un autre, alors que vous exaltez, vous mettez en avant sans cesse votre différence avec l'autre. Vous voyez, donc après on va dire c'est ça l'égalité, mais oui, on peut pas, moi je dirais, sans cesse proclamer sa différence, proclamer que on est différent des autres, hein, à divers titres, et puis demander exactement le même traitement, hein, parce que évidemment c'est précisément peut-être l'exaltation de cette différence qui justifie, enfin en tout cas qui conditionne en tout cas le traitement différent. Et donc je trouve que c'est une grande, pour moi, j'ai envie de dire grand paradoxe, une grande contradiction de toutes ces associations communautaires qui sont d'ailleurs de plus en plus agressives dans leur discours, puisqu'ils refusent l'assimilation, qu'ils assimilent à un colonialisme, hein, c'est-à-dire donc s'assimiler à une société, hein, surtout quand on est d'origine étrangère, qu'on vient de l'extérieur. Il me semble que lorsqu'on arrive dans un endroit qui n'est pas chez soi, on s'adapte, hein. On s'adapte aux conditions du maître de maison, c'est comme ça, et c'est comme ça depuis la nuit des temps, c'est comme ça à l'échelle individuelle, et pour moi c'est aussi comme ça à l'échelle d'un pays. Je vois pas pourquoi il y aurait des différences. Donc les gens qui s'invitent chez vous à manger, et puis en plus qui sont pas d'accord, qui veulent forcer la porte, eh ben forcément vous n'allez pas être content et vous n'allez pas être d'accord, hein. C'est un peu comme chez nous à Méta TV, des fois on a certains invités qui voudraient forcer la porte, hein, qui voudraient croire que on aurait eu des obligations d'inviter qui que ce soit, qu'on devrait ouvrir notre porte à telle ou telle personne au nom en plus de cette liberté d'expression. Vous voyez, un peu, hein, comme ces migrants qui, au nom justement que ces pays seraient les droits de l'homme, devraient les accueillir et tout leur donner sur un plateau. C'est un peu la même logique. Et ben cette même logique à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale, non, on la réfute. C'est une logique qui est absolument déjà insuicidaire et en plus malvenue. On va pas s'amuser. Je crois que vous êtes à peu près, hein, sur la même longueur d'onde. Vous n'aimez pas trop qu'on vous force la main pour se faire inviter à manger. Si quelqu'un s'invite à manger chez vous et en plus il force la porte de votre maison, je crois pas que vous allez y être content. Ça me paraît de la plus grande logique en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Penses-tu pas que la COP21 va partir sur un texte contraignant pour les émissions de CO2? Bah moi, ce que je pense de cette COP21, on m'a posé tout à l'heure la question. Oui, on me demandait si ça faisait le jeu du mondialisme. Oui. Soyons clairs, oui, oui et oui. Et encore oui. Pour moi, quand je vois ces grands-messes mondialistes, ça contribue à forger complètement cet esprit d'une civilisation mondiale, d'une civilisation qui serait globale et qui répondra à l'impératif de s'unir. Donc, union pour le terrorisme, union pour le climat, avec un discours qui a été matraqué par tous les médias. Enfin, tous les intervenants qu'on a pu écouter dans les médias venaient nous expliquer que la Terre est en danger, etc., qu'il fallait prendre des mesures, etc., et que ces mesures passaient par une taxe sur le carbone. Alors c'est assez étonnant. Beaucoup de scientifiques, heureusement, se lèvent contre cette doxa qui s'impose comme ça un peu partout, qui sont absolument pas d'accord, qui, contradictoires, le professeur Gervais et d'autres, hein, qui nous expliquent, d'ailleurs, hein, il en a fait les frais, son nom m'échappe, le directeur, enfin le responsable de la météo à France 2, qui s'est fait bien éjecter Manu Militari après avoir sorti un livre, hein, ce qui en montre d'ailleurs, hein, le peu d'état qui est fait. On parle de liberté d'expression sans cesse, hein, mais regardez ce que c'est que la liberté d'expression. On ne peut pas sortir un livre qui va contre la doxa, même sur des sujets qui nous paraissent sans implication politique lourde, hein. On ne parle pas de guerre comme la guerre en Syrie, la guerre en Libye, etc. Et pourtant, il s'agit quand même de sujets très, très, pour moi, très, très, comment dire, très, j'ai envie de dire,
polémique, hein, qui apporte la même contradiction. D'ailleurs, on me dit, oui, quand est-ce que vous organiserez une émission climato-sceptique, climato-critique? On a essayé, on a invité plusieurs personnes, bon, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons, mais on ne doute pas que il y aurait bien quelqu'un qui acceptera. En tout cas, on a envoyé plusieurs invitations pour essayer justement d'ouvrir ce débat sur le climat, parce que tout le monde n'est pas d'accord, hein. Il y a quand même des voix qui s'élèvent pour nous expliquer, non, ce ne serait pas forcément l'activité humaine qui serait responsable de ce réchauffement, qui remettent même en cause ce réchauffement, qui nous disent, mais le réchauffement, encore faut-il que ça se prouve, parce que sur une échelle de 100 ans, rien n'est moins sûr, personne ne prend la dimension de l'activité solaire, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont sans cesse remises en cause, hein, par des professeurs, par des gens, tout ce qu'il y a de plus sérieux, et on peut quand même douter, hein, de la version des médias, parce que les médias nous donnent que cette même version. Attention, le climat, etc. On a vu des tas de reportages, des tas d'experts venir nous expliquer l'activité humaine, et que leur seul remède, c'est quand même de taxer, hein. Je vous rappelle, on va... hein, vous taxez au portefeuille, soi-disant, en mettant une taxe carbone. Donc, je sais pas, par exemple, cet objet a nécessité, je sais pas, 1 kilo de carbone. Donc, il y aura une taxe attribuée sur cet objet, sans qu'on en connaisse véritablement, hein, j'ai envie de dire, les tenants, les aboutissants, où va aller l'argent, de quelle façon, qui, les pays du Sud, eux, ils réclament, ils disent, nous on veut de l'argent, parce que si les pays du Sud, effectivement, ne peuvent pas se développer comme les pays du Nord au nom de l'écologie, il va falloir quand même qu'il y ait une rétribution, une compensation. Donc ça aussi, ça paraît être de la logique, mais visiblement, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. On sait que les États-Unis, puisque John Kerry, avant même la conférence de la COP21, avait déclaré de toute façon il n'y aura aucun accord contraignant, ce qui avait mis d'ailleurs les autorités françaises dans l'embarras, puisque on a vu Fabius, même Hollande, intervenir en disant non, mais il n'a pas voulu dire ça, etc. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en savent que Kerry ait voulu dire ça ou ça? Je crois pas que c'est le gouvernement français, hein, qui puisse en décider. En tout cas, ça paraît clair que les États-Unis, pour le moment, hein, l'attitude politique depuis ces 20 dernières années a constamment été de ne jamais ratifier, évidemment, ce genre de traité qui lui imposerait des normes ou limiterait, en fait, par des traités, ce traité, entre guillemets, qui se voudrait écologique, qui limiterait l'activité économique. Ça, pour eux, c'est une hérésie, et les Américains ne sont absolument pas prêts du tout pour on va dire, ratifier ce genre de traité. Donc, je pense pas que les Américains ratifieront un traité qui soit justement contraignant, comme l'annonçait François Hollande dans son discours d'introduction à la COP21. Donc, à voir, évidemment, sur le temps, mais je pense pas trop me tromper en prophétisant ça. Voilà. On me dit c'est quand le procès? C'est le 29 mars, évidemment. Voilà, la guerre économique, mais les États pétroliers. Nicolas Maduro a perdu la majorité au Parlement, qu'en penses-tu? Eh ben oui, j'attends de voir ce qui va se passer évidemment du côté du Venezuela, où peut-être que Maduro a du mal à perpétrer l'héritage du chavisme, hein, et qu'il est en train de perdre du terrain. De toute façon, il a beaucoup de force contre lui. On a vu que les États-Unis sont à la manœuvre, hein, pour tenter de le renverser. Il y a eu pendant l'été de fortes tensions avec le voisin colombien. Évidemment, voilà, tout cela est fait un jour pour essayer de casser ce régime qui se veut souverainiste et forcément anti-empire. Voilà. On me dit, concernant le design du plateau, y aura-t-il un jour des modifications un peu mainstream, genre table, micro, etc. Genre on aura plus de sous, mon cher Cam-Cam. Tout n'est qu'une question d'argent. Ce n'est pas une question de volonté. Hein, quand on aura un compte en banque peut-être plus conséquent, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, peut-être qu'on pourra investir dans un plateau un peu plus clinquant que ce qu'il est, bien que on essaie quand même on a largement fait des améliorations techniques depuis. Alors,
Ne penses-tu pas que ce changement se fera par l'éveil des consciences et non une révolte avec toujours le même manque de culture et de savoir sur notre monde? Taper un ennemi qu'on ne connaît pas, cela ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Bah, c'est bien ce que je pense, oui, si on n'a pas connaissance véritablement de notre ennemi, de notre problème, ça va être dur de le résoudre. Hein, et des fois, il y a des problèmes qui sont très compliqués, donc on n'arrive pas à la conclusion d'une réflexion au bout d'une soirée, au bout d'une heure, sur certains grands problèmes, comme quand on a réfléchi à se dire oui, il faut sortir de l'Union européenne, tout ça, ça tient d'une longue réflexion, d'informations qui ont été emmagasinées, d'analyses, dont on a pesé le pour et le contre, et on comprend bien ensuite quel est le processus à mettre en place et les solutions à adopter. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est bien pour ça que nous, je pense que notre rôle, il est précisément là pour ne serait-ce qu'à porter la réflexion, à porter ce choix réflexif aux gens, ce que ne font pas, évidemment, les médias mainstream, qui, eux, imposent, ils imposent un choix réflexif qui est le même, c'est-à-dire nous détenons la vérité et c'est ça. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Après, il n'y a pas de débat, il y a absolument aucun choix qui est proposé, et surtout pas de contradiction, ou très peu. Alors, on a vu quelques-unes, mais très très peu, petite dose. Voilà. Alors, on me dit, as-tu entendu parler de la Russie qui maîtriserait la production d'énergie libre? Que penses-tu de l'énergie libre qui transformerait complètement les sociétés? J'attends d'en savoir plus sur qu'est-ce que l'énergie libre en soi. Beaucoup de choses nous sont dites, beaucoup de choses, on voit certaines, mais je n'ai pas de preuves absolument tangibles ou des preuves vraiment irréfutables de la présence, en tout cas de la maîtrise de cette technique par des nations. Alors il y a une possibilité que ça puisse exister, j'en doute absolument pas. Maintenant que des nations maîtrisent vraiment ce processus, j'attends d'avoir au moins une preuve irréfutable. On dit la Russie, bah oui, peut-être, pourquoi pas les États-Unis aussi, etc. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas vraiment de preuves absolue de cette énergie libre, et puis j'attends d'en savoir un peu plus même sur l'énergie en elle-même. Qu'en est-il, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois et tout le monde ne semble pas être d'accord, en tout cas sur ce qu'est l'énergie libre. Donc j'aimerais avoir l'avis de gens un peu plus experts dans le domaine et des preuves irréfutables, parce que pour le moment ce sont beaucoup de rumeurs, beaucoup de on-dit, mais pas de choses assez sérieuses pour pouvoir l'affirmer. Alors, l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est-il applicable par une portion du peuple en toute légitimité? Moi, je pense pas qu'ils nous laisseront appliquer cet article de rébellion, d'insurrection, quand le gouvernement prend des lois injustes. Parce que le principe de la République, c'est vous de faire croire que vous vivez dans un monde démocratique et juste. Donc à partir du moment où vous acceptez de vivre dans ce monde démocratique et juste, vous n'avez plus de légitimité à vous rebeller. Vous voyez, c'est ça le piège du système républicain que tout le monde veut défendre absolument. Le piège du système républicain, il est que à partir du moment où vous acceptez les règles de la République, c'est-à-dire que vous acceptez toutes les règles de ce système politique, on a enlevé toute légitimité à la révolte et à l'insurrection, puisque par définition, vous vivez dans un système où l'expression politique est libre, donc vous n'avez aucune légitimité à vous révolter contre le système qui vous offre la possibilité de vous exprimer. Or, pour ceux qui ont évidemment l'oreille fine et l'œil un peu plus affûté, vous ne pouvez pas ignorer que nous ne sommes pas en démocratie, que la République, justement, précisément, si elle devait admettre tous les partis, elle devrait admettre en son sein aussi les partis anti-républicains, puisque par définition, elle doit donner à tous le pouvoir de l'expression, donc y compris ceux qui vous critiquent. Or, ce n'est pas le cas, puisque vous savez très bien, le FN présenté par Manuel Valls comme parti anti-républicain, c'est une blague, évidemment, mais il n'y a pas de parti anti-républicain. Pour preuve, pour l'UPR qui a fait, c'est vrai, un sacré parcours depuis, mais pour cette idée d'Union européenne, aujourd'hui, qui commence d'ailleurs à faire chemin au Front
Front National, puisqu'il est évident que le Front National propose dans son programme désormais un référendum pour l'appartenance à l'Union européenne, et Marine Le Pen en met son éventuelle élection en jeu. Imaginons qu'elle soit présidente un jour, ce que je doute fortement, permettez-moi, désolé pour les sympathisants du Front National, mais moi je n'y crois pas à titre personnel. Je pense que si Marine Le Pen tombe contre n'importe qui, au sens du candidat socialiste ou du candidat de droite, c'est l'un de ces deux candidats qui la remportera. Elle, par contre, en revanche, peut faire un score plus important que ce qu'avait fait son père en 2002. Ça, par contre, ça me paraît largement réalisable. En revanche, je ne crois pas à son élection. Mais bon, quand bien même, imaginons que je me trompe, que l'histoire me donne tort, Marine Le Pen devient présidente de la France, elle met donc en balance son élection contre ce référendum, ce qui signifie qu'elle y tient particulièrement. Mais oui, le Front National a bougé ses positions sur l'Union européenne, on va être clair. À mon avis, ce sont les coups de boutoir de l'UPR, en particulier le travail de la base, qui a fait avancer ses positions au plus haut niveau du Front National, qui il y a encore quelques années était très réticent vis-à-vis de la sortie de l'Union européenne. On entendait même Jean-Marie Le Pen dans un reportage de Canal+, qui datait de juste après l'élection de 2012, donc c'est il n'y a pas si longtemps, vous voyez, encore 3 ans, où il expliquait que c'est lui qui avait conseillé à Marine Le Pen de ne pas aller sur ces questions d'euro, d'Europe, que ce n'était pas porteur. Et d'ailleurs, on l'a complètement, vraiment, ça a été flagrant dans la campagne qu'elle avait menée à l'époque en 2012, où à partir du moment où il y a eu ce qu'on appelait l'affaire Strauss-Kahn, qu'elle avait disparu des écrans radars véritablement, puis elle est réapparue. Elle avait disparu pendant cette période-là de transition où Strauss-Kahn, qui était quand même, je rappelle, le favori de l'élection présidentielle en 2012, coup de théâtre, se fait arrêter, pris la main dans le sac avec cette sombre affaire. Finalement, on se voit une Marine Le Pen qui, lorsqu'elle revient, après cet épisode où elle a été mise entre parenthèses, a complètement modifié son discours. Alors modifié, pas au sens où le Front National a modifié son discours, mais elle est revenue d'ailleurs à ce qu'on appelle ses fondamentaux, c'est-à-dire elle ne parlait plus que d'immigration, d'islam, etc. Elle avait complètement laissé de côté toutes les questions européennes, l'euro, les banques, qui étaient vraiment ses préoccupations dans la première partie de la campagne. D'ailleurs, il faut bien le dire, elle engrangeait un maximum de sympathie à ce moment-là, de sympathie et d'intérêt, parce que, les gens de l'UPR vont dire « Elle volait les thèses d'Asselineau, etc. » Les gens du FN disent exactement l'inverse, ils disent « C'est Asselineau qui vole les thèses du FN. » Bon, on va pas s'en sortir à ce niveau-là, mais en tout cas, il était vrai que dans cette première partie de la campagne, Marine Le Pen, particulièrement offensive sur la question de la loi de 73, sur la question de l'appartenance à l'Union européenne. Elle a fait plusieurs charges contre les États-Unis, le mondialisme, etc. Elle était vraiment dans cette dynamique. Après l'affaire Strauss-Kahn, quand elle revient, c'est terminé. Elle est revenue à l'immigration, la viande halal, l'islam, etc. Voilà. Donc on en avait fini avec cet épisode. Et pourtant, Dieu sait que c'était pour moi quelque chose qui montrait qu'elle avait compris certaines choses. Et finalement, elle a laissé tomber. Alors, on me dit la COP21 ne serait pas-elle un tremplin pour la géo-ingénierie ? Le temps me dira, je pense que, évidemment, ils sont en train de continuer leur projet de géo-ingénierie, c'est-à-dire, vous savez, des épandages aériens clandestins, clandestins tout au moins, ce ne sont pas des épandages civils, parce que sinon on aurait les plans de vol des avions. Or là, ce n'est pas le cas. Il y a bien des avions qui circulent sans qu'on en connaisse les plans de vol et qui fondent et qui répandent donc des substances chimiques au-dessus de nos têtes, et ceci dans plusieurs pays, depuis un certain nombre d'années maintenant, sans qu'on puisse véritablement savoir qui en donne les ordres, qu'est-ce qui se cache derrière, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Qu'est-ce qui est pire dans le fond ? Que nos impôts contribuent à accommoder les migrants réfugiés qui pourraient devenir une menace marginale contre notre environnement culturel, ou que nos impôts servent à payer des vacances farniente à Barcelone, Valls et Cahuzac, qui sont des dangers avérés pour non seulement notre culture, mais pour toute l'humanité. Pour poser une nouvelle fois la question des priorités dans la lutte anti-impérialiste, anti-mondialiste. Évidemment,
mais mon cher Lasso, je pense il y a deux niveaux de problème. C'est que le problème d'un Barthelone, d'un Valls et Cahuzac, ça va mettre beaucoup plus de temps encore que cette affaire de migrants, puisque l'un est lié à l'autre. C'est une fois, évidemment, qu'on aura réglé le problème de Barthelone, de Valls et de Cahuzac, qu'on pourra régler le problème des migrants. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir l'expression sur ce problème, qui l'a géré, parce que ce problème-là, pour moi, ce problème des migrants, ceux qui s'intéressent à cette affaire vont clairement comprendre que tout ça est très orchestré, que la Turquie est probablement derrière cette affaire de migrants, puisque tous ces migrants arrivent de Turquie, étaient dans des camps. Vous remarquerez que la plupart d'entre eux sont des hommes, très peu de femmes, très peu d'enfants, et que selon des déclarations du ministre de l'Intérieur autrichien, les migrants seraient tous encouragés, en tout cas liés par comment on appelle ça, les gens qui ont favorisé, on va dire, leur voyage et leur accueil en Europe par certaines ONG. Et ils pointent du doigt donc des ONG qui sont, comme par hasard, liées avec des services de renseignement. Voilà. Donc ça, c'est le ministre autrichien de l'Intérieur qui fait du complotisme, comme d'hab. Le ministre hongrois aussi, alors je sais plus, c'est celui de l'Intérieur, de la Défense, mais qui fait des déclarations qui vont un peu dans le même sens. Donc vous voyez des ministres qui disent, en gros, qu'il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de spontané en fait dans ce mouvement des migrants, mais plutôt la volonté de certaines puissances de nous imposer, peut-être encore une fois dans le but de déstabiliser un petit peu plus, d'apporter un petit peu plus de chaos à cette Europe, qui est déjà très très mal dans ses politiques d'austérité, de chômage, crise financière, etc. Cette crise des migrants vient s'ajouter en évidemment cristallisant les communautés au point de créer évidemment des tensions communautaires, ce qui me paraît assez évident. Donc oui, nous dire après qu'il y a des priorités de gestion selon comment dire, on va dire la qualité des problèmes à gérer, évidemment que le problème de nos dirigeants est le premier problème numéro 1, mais problème extrêmement compliqué. On voit que c'est justement le plus compliqué à gérer, mais qui sera la clé évidemment de tous les autres problèmes par derrière. Mais on ne peut pas s'empêcher quand même de constater les conséquences, parce que si le problème des migrants a été rendu possible, c'est aussi donc notre appartenance à l'Union européenne et les conditions qui ont été créées à travers le traité de Schengen, le sans-frontiérisme, etc. Puisque toutes ces conditions-là ont pu créer ce problème des migrants. Si on n'avait pas ça, il n'aurait pas pu, en tout cas, atteindre la France. Ça paraît évident. Alors, partout en ce moment, j'entends parler des extraterrestres, propagande, préparation Bluebeam, peut-être, vous en savez quoi. Moi, je sais pas grand-chose, j'ai toujours entendu parler un peu des extraterrestres par-ci, par-là, voilà, mais non, j'en entends pas, j'ai pas le sentiment d'en entendre plus parler. Bluebeam, je pense que finalement c'est, comme vous savez que c'est ce projet-là, voilà, c'est certainement quelque chose sur lequel ils ne lâchent pas, qu'ils vont certainement le faire un jour, ça m'étonnerait pas. Après, voilà, est-ce que tout ça va réussir à tenir? Je ne sais pas. Inviteras-tu des membres de Riposte Laïque? Non, commencez pas avec les trucs. Est-ce que tu inviteras un tel? Pourquoi pas, en tout cas. Alors, que penses-tu de la récupération des pro-gaz de schiste ou autres pollueurs de l'idée climato-critique? Ah bah je pense que ça pue. Je pense que comme moi je vois Bill Gates et Xavier Niel et consorts et George Soros et je sais pas qui nous expliquent que c'est eux qui vont sauver le climat. Je ne crains malheureusement que ces personnes n'aient pas l'esprit philanthropique qu'on leur prête pour changer quoi que ce soit dans ce monde. Ça, c'est encore une tartufferie qu'on nous a vendue, que des milliardaires philanthropes se seraient devenus tout d'un coup préoccupés par l'état du climat et chercherait à sauver nos pauvres âmes des tempêtes, de la montée des marées qui nous attend, ou je sais pas, les petits ours polaires au Canada. Non, je suis désolé de base, évidemment, j'ai plutôt tendance à se méfier de ces gens-là. Pour moi, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui ont l'esprit capitaliste et qui sont là. Alors peut-être que je leur prête
les intentions vénales, mais force est de constater que ils sont pas là pour boire le thé, et je ne crois pas. Alors tout d'un coup, à cette empathie, cette espèce d'altruisme qui nous est présenté dans les médias de la part de cette caste mondialiste de milliardaires qui serait censée sauver le climat. Donc oui, c'est plutôt inquiétant de voir que ce sont les plus grands pollueurs qui investissent dans les sociétés et dans les fondations, soi-disant, qui critiquerait évidemment ce climat. Ça veut tout dire, vous savez. Ils sont absolument partout, ils cherchent à influencer l'opinion. Peut-être qu'en se mettant et en récupérant cette idée de cette critique en fait qui est faite du climat, ils arriveront peut-être à la résorber, ou aussi à obtenir qu'il n'y ait aucune mesure, parce que peut-être qu'il y a quand même des mesures à prendre, en particulier, moi quand je vois l'état de nos océans, je me dis bien, mais il y a des mesures à prendre. Bien sûr qu'il y a des mesures à prendre, mais je ne crois pas que ce soit Bill Gates et Xavier Niel qui soient les personnes les plus appropriées pour faire appel à des gens pour changer les choses dans ce domaine. Ça me paraît très suspicieux que ces gens-là soient les gens à qui on ait fait appel. Voilà. Mais après, chacun peut porter l'espoir en qui il veut. Je n'influence personne. Voilà. Alors, que penses-tu que je risquerais s'il me prenait l'idée d'aller pisser dans l'urne dimanche? Il doit te prendre que tu vas pas finir de sortir ton engin, que tu auras déjà des gens sur le dos et que tu vas passer une journée au commissariat, qui sera bien méritée, parce que je vois pas l'intérêt d'aller pisser dans l'urne, sinon pour le geste et la provocation que ça pourra apporter, mais ça n'apportera pas grand-chose. Il faut faire des choses un peu plus concrètes, à mon avis. On aura plus besoin de toi. Peut-être même dans ce que disait Thierry en allant exprimer son mécontentement devant la préfecture que de faire ce genre de choses. Alors, le FN ne sert-il pas l'alternance UMPS? C'est un peu ce que je pensais, tout ce que je développais tout à l'heure. Je pense que le jeu aujourd'hui du UMPS est tellement, on va dire, dévoilé devant les Français qui n'arrivent plus à croire à cette mytho-alternance, cette pseudo-alternance. C'est ce théâtre qui se joue sur leurs yeux entre deux partis qui se prétendent s'opposer, mais qui, à la première élection, sont prêts à voter l'un et l'autre. Le FN sert d'alibi. Vous savez, c'est comme un jeu à trois bandes. Et donc, le FN est l'épouvantail qui sert à effrayer vous, pauvres chèvres ou pauvres moutons, comme vous voulez. En tout cas, le troupeau, il faut l'apeurer pour qu'il puisse maintenant aller voter UMPS. Parce que sans ce FN, je dois dire, il se passerait plus rien dans l'élection. J'ose même pas imaginer qui est-ce qui ira encore voter, puisque le FN profite aussi de l'abstention. Faut quand même le dire. Ça fait partie aussi du jeu. Pourquoi il est arrivé en tête? Parce que les électeurs du FN sont très mobilisés, alors qu'évidemment les électeurs du Front National de l'UMPS sont complètement démoralisés, sidérés devant autant d'incompétence, autant de négligence. D'ailleurs, peut-être bien, c'est pour ça que je vous disais, Sarkozy a certainement raison de vouloir se différencier en disant on a notre propre truc pour sauver les meubles, parce que sinon ça apparaîtrait encore plus au grand jour que ce sont les mêmes. Ce sont absolument les mêmes. Voilà, qu'il n'y a pas de différence. La preuve, si le PS, Valls en appelle à voter Christian Estrosi, voilà, ça veut bien dire qu'il se reconnaît dans Christian Estrosi. Donc il se reconnaît, Valls, dans la politique de Christian Estrosi, plus que dans celle d'un Front National qui, lui, n'a jamais été au pouvoir. Donc on ne peut pas préjuger juste à la lecture de leur programme de ce que sera véritablement un mandat qu'on donnera à un élu Front National. Ça, c'est M. Valls qui nous le présume, donc il y aura des partis à l'ADN républicain, d'autres qui ne seraient pas. Le FN, évidemment, n'en serait pas, puisqu'on veut assimiler Marine Le Pen à Hitler et Philippot à Himmler. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Au contraire, moi je pense que cette action-là,
crédibilise le discours de Marine Le Pen et ne fait qu'encourager le Front National. Hein, et ne fait que, je veux dire, les gens dire, bah, regardez, vous avez dit c'est blanc bonnet et bonnet blanc, et ils sont en train de confirmer, de marquer ça dans le marbre. La preuve, regardez, dans l'élection, et les autres préfèrent se retirer et appeler à voter carrément leurs pires ennemis, quoi. Je veux dire, hein, quand on a Valls qui appelle à voter Xavier Bertrand et Christian Estrosi, bon. Vous avez ce qu'est la ligne du PS aujourd'hui, c'est que, vous voyez, il y a plus de points communs entre Christian Estrosi et Manuel Valls qu'il y en aura avec Marion Maréchal Le Pen, ce qui crédibilise et donne corps, et vraiment dans la réalité, à ce que dit le Front National, que ces gens-là, bah, c'est une alternance de façade, finalement. Donc oui, clairement, mais le FN participe de ce jeu. C'est pour ça que j'ai du mal, malheureusement, je sais, voilà, il y a des gens qui croient au FN, qui nous regardent, qui me disent qu'ils sont pas d'accord avec cette vision-là, qui me le disent, non, mais attends, sur le FN, on n'est pas d'accord avec toi, mais je suis désolé, moi, je ne souscris pas au sens où je ne pense pas que le FN soit une solution politique, mais joue plutôt ce rôle, effectivement, d'épouvantail dans un billard à trois bandes et permettent ainsi au système de perdurer. C'est ça qui est tragique, sur en plus des idées qui sont, à mon sens, respectables, c'est-à-dire le patriotisme, la souveraineté de la France, des sujets comme l'immigration, puisque ce sont bien les premiers à l'avoir porté dans le débat public. Donc voilà, les idées portées par le FN, pour moi, ne me choquent absolument pas à titre personnel, mais je crains que non, ce ne soit pas quand même la solution, puisque le FN est dans ce jeu à trois bandes. Après, on verra peut-être, hein, les adhérents du FN, ils disent attention, mais Marine, quand elle va arriver au pouvoir, ce sera pas pareil, un machin va se lâcher. Bon, on nous a souvent fait ce genre de promesses, souvent. Et malheureusement, ce sont les actes après sur lesquels on pourra vraiment juger le FN. Or, à sa décharge, le FN a eu très peu de responsabilités politiques en France. Il y a eu des députés FN, il y a eu des mairies FN, d'ailleurs c'est pas forcément très bien passé dans les mairies, hein, il y en a encore aujourd'hui, et je pense qu'ils vont pas réitérer les mêmes erreurs, et aujourd'hui, demain, il y aura peut-être des régions FN, c'est peut-être le marchepied, oui, effectivement, vers la présidence, comme le voudrait Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, la politique existe encore en ce qui me concerne, que je le veuille ou non, ces gens ainsi que les organisations qui les entourent n'existent plus, comme si elles ne servaient à rien. Je pense que je suis loin d'être le seul. Ces gens blablatent tellement qu'ils se répètent et deviennent lassants. La novlangue n'a plus de secret, ça devient lourd. Ah oui, l'ambiance est lourde en France, effectivement, avec cette novlangue, puisque dès que vous exprimez, on cherche à vous taser, hein, idéologiquement, en vous sortant. Hein, tout de suite, hein, on va avoir un joli nom extrémiste, un nom en iste, hein, c'est souvent un iste. D'ailleurs, moi, je vous propose aussi hein, de leur trouver des noms en face, hein, et que ces gens qui veulent nous appeler complotistes ou conspirationnistes ou confusionnistes, eux sont des collaborationnistes. Voilà, vous l'écrivez comme vous voulez, comme dirait notre ami RF. Et donc, voilà, ce sont des collaborationnistes. Nous aussi, trouvons-leur un nom, nous aussi, nommons-les, ces collaborationnistes. Ce sont des gens qui collaborent à l'idéologie dominante et qui se plient, qui se soumettent aux injonctions de la doxa sur certains domaines, hein, qui vont vous faire l'apologie des banques, comme j'avais rencontré, je vous l'avais raconté déjà, cet élu socialiste, hein, qui se faisait l'apologie de Mario Draghi et de la BCE, qui selon lui c'était hein, la panacée absolue en matière bancaire. Donc voilà, vous voyez où est le Parti socialiste à l'heure actuelle, hein, je peux vous dire, ils se sont égarés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous aussi nommons-les, donc ce sont des collaborationnistes. Désormais d'ailleurs, j'en parlerai dans ces termes quand j'en ferai référence, comme eux nous trouvent des termes aussi qui sont sortis de la novlangue, qui n'ont aucun rapport. Bah nous aussi, on va sortir des termes ex nihilo et qui vont trouver du sens. Donc, puisque nous serons les complotistes, eux seront les collaborationnistes. Donc, ce sera désormais complotiste contre collaborationniste, qu'on se le dise. Voilà. Alors, bonsoir Tepa et la régie, merci pour toutes ces émissions, avec plaisir. J'aimerais savoir si, comme moi, tu penses que les attentats du 13 novembre étaient un flash flag
ou permettant de mettre en place l'état d'urgence qui, selon l'article 16 de la Constitution, permet de ne plus avoir à dissoudre l'Assemblée, je cite, Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Petit passage de l'article 16. Et ben, moi, je suis, évidemment, je me pose les plus grandes questions, évidemment, sur ces attentats. Maintenant, toujours pas, mais c'est un peu comme dans toutes ces affaires, hein, on ne peut pas ramener comme ça des éventails de preuves, mais on a tout un tas d'éléments, en tout cas, qui laissent à penser qu'il y a eu la manipulation de mains expertes par derrière pour arriver à ce résultat, et qu'il y a certainement, il y a tout un tas de choses qui méritent, en fait, qui nous questionnent. Et d'ailleurs, je suis bien content parce que on nous traite de complotistes, mais le journal du dimanche ou le Figaro se pose aussi des questions. Hein, donc, eux, sont-ils des complotistes à leur tour? Est-ce qu'on peut dire que le JDD, hein, est-ce un journal complotiste? Parce qu'ils ont fait des articles où ils ont les mêmes questions et les mêmes interrogations qu'on peut se poser sur Méta TV, à savoir, hein, sur cette intervention à Saint-Denis, pour le procureur a parlé de 5000 balles, la police de tirs nourris, etc. Hein, on nous a présenté une femme comme étant une femme kamikaze, puis on est revenu, puis on nous a dit non, elle n'est pas kamikaze, puis finalement c'est le mec à côté d'elle qui s'est fait sauter, alors qu'on entend un enregistrement d'un voisin qui paraît, où on entend une femme qui parle et qui dit comment dire, je suis pas avec lui, c'est pas mon copain, laissez-moi sortir. Donc vous voyez, je sais pas qui c'est le complotiste, si c'est moi ou si c'est le JDD ou le Figaro. Voilà, donc il n'y a pas de... évidemment, cette affaire est très très bizarre. Hein, je pense qu'on en saura un petit peu plus avec le temps, mais évidemment, il y a tout un tas d'éléments qui laissent à penser que la vérité n'est pas établie, aussi limpide, hein, que voudraient nous le faire croire tous les médias mainstream et le gouvernement lui-même. Voilà. Hein, voilà. Tu sais, les rois, tu vois, ils vont décrypter, oui, mais ça c'est le complotisme, justement, de... Ben non, mais on se pose juste des questions, des interrogations par rapport à des faits. Voilà, tout simplement, on retrouve les passeports, les mecs se font sauter avec des ceintures explosives, mais ne tuent personne. Bien sûr, même la serveuse, y compris dans ce café, déjà oublié non, il se fait exploser à côté d'une serveuse, la serveuse est à peine blessée, et lui n'a rien, et il n'y a personne qui est tué, il n'y a même pas la vitre qui est soufflée. Alors si c'est des terroristes qui sont là pour se faire sauter, je suis désolé, mais moi 20 kilos d'explosifs, hein, et je te fais sauter le Stade de France, puisque j'en ai plus rien à foutre, je vais me faire sauter. Donc quel est l'intérêt d'aller se faire sauter pour juste se faire sauter soi, hein, parce qu'on entend aller se faire sauter au milieu d'un champ devant personne, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, toutes ces incohérences en fait dans la version officielle démontrent les faiblesses de cette affaire qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus, qu'on aille fouiller, qu'est-ce qui se passe, voilà, etc. Parce que... Il y a des choses pas claires, tout simplement. Mais comme toutes les affaires terrorisme, hein, ce n'est pas une nouveauté. À chaque fois qu'on nous présente un cas en fait de terrorisme, il n'y a jamais, vous savez, une histoire claire, ça s'est passé comme ça, et tout est cohérent, limpide de A à Z. Non, il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des incohérences, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme ces deux interpellés, je suis désolé, j'ai pris les copies d'écran parce que, vous savez, ils ont aussi, c'est pas du complotisme ça, mais des informations disparaissent des fois d'Internet, c'est comme ça. Hein, je pourrais vous en parler sur certains autres sujets, mais voilà, les informations disparaissent sur certains sujets. Et donc, sur cette affaire, que certains ont peut-être, je l'espère, remarqué, parce que je l'explique des fois, voilà, il y a eu tellement d'informations, ce flou d'informations, que des gens, des fois, n'étaient pas au courant. On a trouvé 2 personnes vivantes à l'intérieur de l'appartement, hein, où l'assaut a été mené, donc à Saint-Denis. 2 personnes vivantes qui ont été trouvées dans les gravats. C'est comme ça que ça a été rapporté par toute la presse. Et quand je dis toute la presse, c'est aussi bien les télévisions que les journaux. Donc j'ai pris des copies d'écran de toute façon des journaux, hein, pour être sûr de ne pas passer encore pour un fou, parce que moi-même je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. On retrouve 2 personnes vivantes. D'ailleurs, information qui m'a stupéfait, parce que je me suis dit, c'est la première fois que dans ce pays, il va y avoir, en gros, un procès pour terrorisme, si on trouve 2 personnes vivantes. Eh bien, figurez-vous que non. Ces 2 personnes ont été relâchées vendredi dernier. Ils faisaient partie des 7 interpellés. Le seul qui n'a pas eu de chance là-dedans, c'est le fameux Jawad, hein, qui lui est encore aux mains de la police, inculpé. On a même inculpé un de ses amis. Mais concernant ces 2 autres personnes qu'on aurait dû, je sais pas, on aurait dû savoir un peu, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qui étaient-ils? Comment ça? Même s'ils sont innocents, qu'on le sache. Qu'on nous le dise. Bah oui, il y avait 2 personnes, mais ils n'avaient rien à voir, voilà, etc. Vous voyez, que les choses soient limpides, encore une fois, claires. Non, là, rien du tout.
Hein. C'est d'ailleurs, vous avez des médias, hein, dans un premier temps, qui vous expliquent ça, tout le monde s'en bat, là, il y a deux personnes, puis on vous en parle plus du tout. Hein, vous n'avez plus entendu parler de ces deux personnes-là, et puis un jour, on vous apprend, hein, par voie de presse, ils ont tous été libérés. Et puis voilà, et c'est terminé, et voilà, et circuler, il n'y a rien à voir. Donc, et posez pas de questions. Et donc, c'est bien pour ça que, oui, on va continuer à se poser des questions, on va continuer, malheureusement, pour certains, bien heureusement pour d'autres, à se poser des questions et à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, hein, donc aussi bien au niveau des attentats que dans cette intervention mystérieuse de nos forces de police à Saint-Denis, hein, qui de plus en plus, en tout cas dans la version officielle, est même contestée, vous voyez, par des journaux complotistes comme le Figaro ou le JDD, qui sont de grands complotistes, comme vous le savez, bien pire que nous. Donc voilà. Alors, je vais prendre les dernières questions. Là, on arrive à la fin. On me dit, tu n'as pas compris ma question. Certains se revendiquent climato-critiques sous couvert de pouvoir polluer un maximum, décrédibilisant la critique du message officiel. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Mon cher Xavos, c'est toi qui n'as pas compris ma réponse. Tu vois, on se comprend pas. Alors, qu'est-ce qui a le plus d'impact en termes de protestation pour dimanche, selon toi, l'abstention du vote ou le vote blanc? Le vote blanc n'est pas comptabilisé, comme vous le savez, il est compté dans les bulletins nuls, on les appelle les bulletins blancs et nuls. Et l'abstention, l'abstention, moi, l'abstention, ça commence à m'énerver, parce que dans l'abstention, on vous balance tout le temps, ça c'est une phrase qu'ils adorent dans les médias d'ailleurs, le plus grand parti de France, c'est l'abstentionnisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que l'abstention est un parti? Est-ce que l'abstention, ce sont que des gens qui pensent pareil? Qu'est-ce que des gens qui iraient voter dans le même sens? Je ne le pense pas. Donc ça, c'est juste une façon, hein, de trouver un euphémisme à la réelle situation. C'est que le Front National arrive en tête, hein, dans plusieurs régions, et puis voilà, c'est tout. Alors, on vous parle de parti abstentionniste, le parti de l'abstention, le premier parti de France, etc. C'est ce qu'on a entendu dans tous les médias. J'ai trouvé ça assez fascinant, cette façon de encore dénier la réalité, de dénier les faits. Hein, voilà. Donc, on me dit, la classe politique n'admettra jamais qu'elle nous prend pour des cons et qu'on peut la plaindre d'eux, et ce qu'on peut la plaindre d'eux, si ce n'est que rien. Non, oui, c'est rien, on ne va pas attendre grand-chose, effectivement, des hommes politiques. En tout cas, de certains, je pense qu'ils le dire, tous pourris, évidemment, c'est une généralité, mais il n'y aura pas, il y a bien des bonnes volontés à l'intérieur, ils ne sont pas tous, même si, effectivement, des fois, c'est assez désespérant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit penses-tu à intégrer une option sur le site pour réunir des gens sur des actions diverses, énergie, permaculture, association? Pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà, au moins les choses sont claires. Et puis, se réunir, ça nous porterait à faire un gros travail en plus supplémentaire. Il faudrait des gens pour s'en occuper, etc. Ouais, pour le moment, on est en effectif réduit. On ne peut pas s'engager encore sur des choses comme ça. Alors, selon certains, les attentats ont beaucoup influencé le résultat des élections. Ne penses-tu pas qu'en réalité, ce n'était que l'expression d'un problème de justice sociale que les citoyens ont affiché au premier tour? Moi, je pense, d'ailleurs, je ne pense pas, comme les médias qui vous expliquent à longueur de temps, les électeurs du FN sont des gens perdus. Les électeurs du FN, non, ce sont des gens, ils ont voté FN, je me suis perdu, merde, putain, j'ai foutu un bulletin FN, mec. Voilà, je me suis perdu, j'ai pas pu, et tout. Il faut arrêter. Les gens qui votent FN, ils votent consciemment, ils votent en toute conscience, ils votent avec la pleine capacité intellectuelle de leur personne, de leur volonté, hein, et personne ne les a obligés à voter FN. Ils votent FN, ils ont bien des bonnes raisons de le faire, et voilà, et peut-être que les autres partis devraient s'intéresser. J'ai vu, le PS, ils disent on va discuter avec les électeurs FN. Il serait temps, les amis. Intéressez-vous donc à ce vote FN. Et voilà, c'est bien parce que Marine Le Pen soulève avec intérêt des problèmes que les autres n'expliquent jamais, qu'elle rencontre ce succès, tout simplement. Faut pas l'exploser plus loin. Et les attentats valide un peu ses thèses, effectivement. Alors j'entendais au Gisbert qui disait il faudra un autre attentat, puis elle va gagner la présidentielle, etc. Bon, ce que je trouve un peu fantaisiste, un peu raccourci comme raisonnement, mais il est vrai que les thèses développées par le Front National trouvent sens dans ces événements. Voilà. Donc après, est-ce que ça agit pour favoriser ce vote?
Je ne le pense pas à ce point-là, mais de toute façon, il avait déjà le vent en poupe. Hein. Voilà, ça aussi serait faire un déni de réalité de penser le Front National, hop, il a connu une avancée le 13 novembre, il était déjà très haut dans les sondages bien avant le 13 novembre. Voilà, donc on va simplement, il y avait un déni de réalité encore hein, de nos dirigeants qui continuent à penser pour certains que non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cette avancée du FN, alors que c'est faux, le FN avance quand même. Alors, Ismaël Boudiekadja, candidat à l'élection présidentielle, a vu son appart saccagé par une perquisition dans le cadre de l'état d'urgence. Ça faut aujourd'hui d'avoir posé une question à Israël. À Bernac, bien sûr, j'en ai entendu parler, j'ai vu sa vidéo. Oui, j'ai été aussi un peu scandalisé de voir que en fait, cette politique d'état d'urgence était bien à destination donc des opposants et de l'opposition. Pour moi, ça a contribué à me conforter, on va dire, dans cette ligne. Voilà, je le pense fortement. Voilà. Que penses-tu de la citation de Denis Diderot, la liberté d'écrire et de parler impunément marque ou l'extrême bonté du prince ou le profond esclavage du peuple. On ne permet de dire qu'à celui qui ne peut rien. Ouais, mais c'est une jolie maxime qui exprime totalement mon sentiment et qui, je trouve, symbolise bien, image bien en tout cas, l'ambiance actuelle. Donc oui, ça tape dans le mille, si j'ose dire. Voilà. Alors Marine, ce n'est pas ta maman, Marion, ce n'est pas ta copine, ça c'est Forge de Brie qui nous dit ça. Il a raison, Marine n'est pas notre maman à tous, effectivement. Et voilà, et on me dit cracher sur l'électorat FN qui vont se prendre un retour de l'âme. Oui, on n'arrête pas, c'est pour ça que moi je souscris pas du tout. Et au contraire, je pense que ceux qui prétendent combattre le FN, oh là là, mon Dieu, Himmler et Göring sont de retour sous le Philippot et Marine Le Pen, ils sont en train de se planter complètement parce que justement ça les renforce, parce que plus ils en parlent et dans ces termes-là, je vous dis que plus franchement ça donne envie d'aller voter pour eux. Hein. C'est plutôt l'effet inverse, je crois qui va être qui va s'enclencher plutôt que cette espèce de prendre les gens pour des cons. C'est des moutons perdus parce que c'est un peu comme ça. Hein, quand ils nous en parlent, ils sont perdus. C'est des moutons perdus. Voilà. Hein, alors il y a quelques bergers d'ailleurs qui sont là pour les récupérer, hein, comme les électeurs de gauche. Vous avez le Mélenchon, pour moi, il est là pour ça. Il est là pour ramener les moutons de gauche dans le bon chemin. Et finalement, le FN, lui, c'est vrai qu'il ramène pas les moutons de droite vers la droite républicaine. Donc on attend de voir ce qu'il va faire réellement. Et peut-être qu'on aura encore des surprises dimanche. Mais bon, on verra. On me dit, j'aime pas Marion et encore moins Estrosi. Je reste chez moi. Ah bah tu choisis mon cher, moi je ne vis pas en PACA, c'est à vous de prendre vos responsabilités à votre niveau local. Vous avez le choix entre Christian Estrosi, et puis ceux qui ne connaissent pas l'ineffable Christian Estrosi avec ça qui passe sur la tête, qui vous parle de laïcité, ou alors vous avez Marion Maréchal Le Pen qui... se met à pleurer quand on lui parle du programme. Bon, écoutez, c'est chacun son choix, vous avez un choix difficile à faire, mais c'est à vous de l'assumer, amis du PACA, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, amis du Nord, qui allez avoir un duel, vous allez voir tous les médias débouler entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand, et amis de l'Est, évidemment, Laurent Philippot, avec Masseret qui, finalement, Masseret, le tête de liste de gauche, finalement a décidé de maintenir sa liste contre les décisions, évidemment, contre les consignes qui ont été données par le Parti Socialiste. Valls lui-même, on a appelé Masseret à démissionner et à évidemment faire son retrait de liste. Il doit certainement connaître des pressions. D'ailleurs, il avait dit, je prends cette décision, sachant très bien que la pression va s'abattre sur moi. Je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, une énorme pression s'abat sur lui, mais je le trouve un peu plus cohérent et un peu plus logique avec sa démarche politique, justement, que ce retrait qui, pour moi, symbolise tout ce que va dire Marine Le Pen. Voilà. Donc, on me dit, je te cacherai dans ma case si tu veux quand le FN sera lu. Mais moi je n'ai pas peur du FN, contrairement à d'autres. Il y en a certains qui nous disent, comme Enrico Macias ou Yannick Noah, oui, mais on ira à l'étranger si le FN est élu. Rien que pour ça, je vous jure que j'ai envie de voter FN. Enfin, voilà. Moi je vous souhaite en tout cas
bon week-end, puisque c'est le week-end qui s'annonce. Et puis, on revient lundi avec une grosse émission avec Guy Vernochet, vous voyez, donc il y a du lourd qui continue sur Méta TV, hein, et puis voilà, puis il y aura des gros invités en plus, oui, la semaine prochaine. Ça va être une belle semaine encore qui nous attend. Merci à la régie, puisqu'ils sont tous présents. Merci aux Médératrolls connectés. Merci à tous les métanautes, hein, vous étiez encore au rendez-vous et c'est bien parce que franchement nous avons besoin de soutien. En tout cas, je vous dis qu'une chose, vous le savez très bien pour finir cette émission, si vous étiez là avec nous ce soir et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao amigos, ciao ciao.